Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, du coup là où vous êtes, hein. J'imagine qu'une grande partie d'entre vous se trouve en France, mais de ce que j'ai compris, je sais qu'il y en a qui nous écoutent depuis le Canada, parce que là il doit être 13-14 heures ou midi, entre midi et 14 heures, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent du Canada, de Suisse et de Belgique, donc enfin, peu importe là où vous êtes, bienvenue parmi nous. Ça faisait un petit moment du coup que j'avais pas fait un live. Et du coup, c'est la reprise parce que donc là, c'est un peu exceptionnel. On le fait un mardi, mais j'ai pris la décision maintenant de le faire tous les dimanches. Donc tous les dimanches de 21 heures à 22 heures. Enfin, je vais essayer tous les dimanches parce que c'est compliqué, très honnêtement, de le faire tous les dimanches. Mais l'idée, c'est que ça se passe un dimanche. Et donc, du coup, il y en a un d'accord, ce dimanche-là, avec Iban Skibik. Il a un nom un peu compliqué. Excuse-moi, Iban, pour le nom de la prononciation de ton nom. C'est une personne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est, comment dire, qui vous parlera très très bien des énergies. Et donc, ce sera dimanche de 21 heures à 22 heures. Et là, ce coup-ci, sur la page Facebook Néo Bien-être. Bon, je m'étale un petit peu, mais c'est juste pour voir si vous êtes en train d'arriver, si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat pour savoir que tout va bien. Et en attendant, je vais juste vous montrer et vous rappeler l'actualité qui est importante, notamment donc le 4e congrès innovation en éducation. Ça file très très vite parce que c'est quasiment maintenant dans un mois. Donc je précise que l'événement il est maintenu. On fait partie des organisations qui maintiennent l'événement parce que je sais que il y a beaucoup d'événements qui sont annulés par rapport au contexte. Et nous en fait tout se passe très bien, c'est-à-dire que la salle L'Espace Charenton dans lequel on organise l'événement à un agrément en fait de la mairie de Paris qui l'autorise à organiser des événements dans ce contexte-là. Donc vous serez en sécurité. On est dans l'obligation d'ailleurs de mettre une chaise vide entre chaque personne, donc il y aura bien un mètre qui va séparer chaque personne. Évidemment, le port de masque sera obligatoire. Il y a des gels hydroalcooliques sur place. Enfin, il y a tout ce qu'il faut en fait dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc on passera malgré tout un très bon moment. Donc c'est le 24 et le 25 octobre. La billetterie est uniquement en ligne, donc ne venez pas sur place le 24 et le 25 puisque vous ne pourrez pas vous prendre vos places sur place, mais en ligne. Donc vous allez sur le site internet du Congrès Innovation en éducation. Je vous rappelle aussi que, bonjour Cathy, je vous rappelle aussi que le film C'est quoi le bonheur pour vous est en accès gratuit maintenant depuis le 20 mars dernier. Je l'ai mis en accès gratuit pendant cette période de confinement et ça a été magique ce qui s'est passé. En l'espace de 2 jours, vous étiez déjà 240 000 personnes à l'avoir vu et depuis, je crois qu'il y a 826 000 personnes en plus qui l'ont vu du coup sur YouTube, qui viennent s'additionner aux 1 million de spectateurs qu'on avait fait à l'époque, donc en 2017, quand le film est sorti. Donc on est quasiment à plus de 2 millions de personnes maintenant qui ont vu le film. Et je trouve ça juste extraordinaire pour un citoyen lambda, j'ai envie de dire, que je suis, qui n'avait jamais imaginé un jour réaliser un film. C'est une aventure assez exceptionnelle. Et puis donc du coup, on a fait une suite qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et là, c'est plutôt le volet éducatif où on parle éducation. On a rencontré, avec une stagiaire de l'époque, on a rencontré quasiment 120 professionnels dans le monde de l'éducation pour parler éducation et tout ce que ça englobe. Et donc, notamment, notre invitée de ce soir, Rebecca, on parlera aussi éducation. Et donc, Rebecca, elle a écrit un livre, Les 10 étapes pour prendre la parole en public. Je pense qu'elle en parlera beaucoup mieux que moi parce que je n'ai pas lu le livre, mais ça fait partie en tout cas de ces actualités que je voulais mettre en avant. Mais il y a d'autres choses dont elle nous parlera parce qu'on n'avait pas forcément la possibilité technique en termes d'image de le mettre en avant. Donc, je vais faire apparaître Rebecca. Alors, Rebecca a disparu. Rebecca n'est plus là. Où est-ce qu'est Rebecca? Alors, attendez, je vais passer un coup de fil à Rebecca parce qu'elle n'est plus là. Alors. En attendant, j'espère que vous avez passé une belle journée. Je crois qu'elle est revenue. Non, je ne te vois pas, Rebecca. Bonjour Laetitia, merci pour le film, avec grand plaisir. Ça a été une sacrée aventure de réaliser ce film. Alors, attendez, je lui écris en même temps parce que je ne la vois pas.
Ça a l'air de pas fonctionner comme il faut. C'est étonnant. Bonsoir Lydie. Pourquoi ça marche pas? D'ailleurs, vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez vu le film C'est quoi le bonheur pour vous? Ça me permettra de savoir ce que vous en pensez. Non, en fait, Rebecca, tu n'es pas là. Alors attendez, je vais lui passer un coup de fil. Ah, je crois qu'elle arrive. Ah ben c'est bon, elle arrive. Ah, tu es là, Rebecca. En fait, elle avait disparu, mais c'est bon, elle arrive. Merci Elise pour ton commentaire. Ça va, Rebecca? Super, j'étais là, impuissante, à t'entendre, et me dire, mais si, je suis là, donc me C'est trop bizarre, en fait, tu n'étais plus là. Tu sais, dans mon blog, tu avais disparu. Donc, te voilà. Hop, on va te mettre comme ça. Et donc, je vais faire apparaître le petit texte. Et voilà. Donc, comment vas-tu? Écoute, très contente que notre connexion Internet respective refonctionne pour pouvoir partager ce moment. Merci beaucoup pour ton invitation. Et puis, merci à chacune et chacun qui prend le temps de se connecter avec nous ce soir et puis en différé pour partager ses réflexions sur l'éducation positive. Et ouais. Et donc, comme je te le disais en amont, qu'on était en train de préparer un peu ce live, je pense que tu es quand même la personne la mieux placée pour se présenter. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, Rebecca. Alors, c'est pas la question la plus facile. Donc, on va voir ce qui vient pour être synthétique ou pas. On verra. En tout cas, je trouve que pour me comprendre, c'est important de savoir que depuis que je suis toute petite, c'est hyper important pour moi d'être heureuse et de réussir ma vie. Mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie ou ce que je voulais faire comme activité professionnelle. Donc, c'était un léger détail un peu perturbant dans mon éducation, dans mes enseignements à l'école, en gros, et parce que j'avais pas vraiment d'objectifs très clairs et de motivation au quotidien pour me faire avancer dans la vie, jusqu'au moment où j'ai enfin réalisé que, à défaut d'avoir une vocation depuis toute petite, c'était possible que je crée ma propre vocation sur mesure et tout au long de ma vie. Et donc là, tout de suite, ça m'a permis de respirer un coup et d'arrêter de croire que j'avais un problème, que j'allais rater ma vie, etc. Mais plutôt de me dire, OK, la vie est un jeu, on y va, on va explorer. Et c'est là que j'ai réussi à découvrir et à me créer 3 passions. Une passion pour l'entrepreneuriat social, une passion pour le développement personnel et professionnel, et la 3e, c'est pour l'éducation, n'est-ce pas? Et à partir du moment où j'ai trouvé ces sources de motivation, la vie a eu un goût beaucoup plus délicieux, beaucoup plus agréable, et j'ai commencé à trouver du sens et à organiser ma vie personnelle et professionnelle autour de ces 3 passions. D'abord en testant plein d'organisations autour de l'éducation et notamment en accompagnant les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la start-up sociale Ticket for Change et puis dans l'école de commerce ESCP Europe. Et puis en parallèle, vu que j'avais trouvé autant de motivation, en parallèle de mes études et de mes travaux, j'ai décidé de créer mes propres projets, notamment en développant les fédérations associatives du Noise et de Coexister en France. Ça m'a apporté tellement de joie que j'ai été hyper active, sauf qu'au bout d'un moment, trop de passion tue la passion. J'ai frôlé le burn-out et heureusement, je me remercie vraiment du fond du cœur aujourd'hui. J'ai réussi à être humble et à accepter de demander de l'aide et à être indulgente envers moi dans ce moment où je n'y arrivais pas toute seule. Et j'ai fait appel à un coach qui m'a aidée à rééquilibrer ma vie et à réaffiner ma prochaine étape professionnelle. Ça m'a tellement bouleversée dans le bon sens, ça a tellement changé ma vie que j'ai décidé de changer ma vie pour devenir coach à mon tour et pour aider d'autres personnes à apporter les changements qu'ils avaient envie d'avoir et d'apporter dans le monde pour reprendre Gandhi. Et donc depuis, j'ai été me former à l'Institut des neurosciences appliquées pour devenir coach et formatrice professionnelle. Et puis, je suis également conférencière et autrice, comme tu en as parlé tout à l'heure, du livre 10 étapes pour prendre la parole en public que j'ai coécrit aux éditions Studirama avec Laurent Trèves. Donc, je me lance des petits challenges et puis au fur et à mesure d'explorer, toujours, hein, c'est mon mot, je suis toujours en chemin de la création de ma vocation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai choisi de me spécialiser en particulier pour accompagner les jeunes femmes qui sont en quête de sens, de confiance et de liberté.
et de les aider à construire une carrière qui soit à la fois épanouissante, utile aux autres et rémunératrice pour pouvoir impulser des transformations de vie qui soient à la fois profondes et durables. Et aujourd'hui, je fais ça à plein temps. Je fais attention à mon rythme, je fais attention à ce que je peux. Puis j'ai aussi des galères et j'ai aussi des moments où j'aime pas travailler, mais la plupart du temps, j'aime ce que je fais. Et la plupart du temps, j'aide d'autres personnes à trouver plus de sens, de joie. Et de sens de joie, c'est déjà pas mal, mais de tout ce qu'on veut d'autre à travers le travail. Et pour finir, à aussi utiliser leurs 80 000 heures de travail dans leur vie pour pouvoir être utile aux autres et à la planète, parce qu'on en a bien besoin, je trouve. Donc, j'essaie de mettre ma petite pierre à mon échelle. Oh, ça fait. Mais du coup, tu as commencé à quel âge à commencer à te poser ces questions tellement importantes? Dans le ventre de ma mère, je pense, honnêtement. Honnêtement. Je croyais que tout le monde se posait ces questions. Et en fait, ce qui me faisait flipper dans mes études, c'est que j'étais la seule à me les poser. Je comprends pas pourquoi, puisque j'en ai fait mon travail. D'accord. Parce que, en fait, pour moi, là, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important. C'est le sentiment que j'ai. Bon, on a une différence d'âge. Moi, j'ai 42 ans. Donc, toi, tu es plus jeune que moi, visiblement. 28 ans pendant encore 2 semaines. Et donc, à l'époque, et j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé, tu sais, les conseillers d'orientation, les gens qui sont là un peu justement pour t'aider à trouver ta voie, moi, de l'époque, parce que peut-être une fois de plus, ça a changé maintenant, mais j'avais le sentiment qu'ils servaient quand même pas à grand-chose. Et donc, je me dis, mais toi, c'est chouette, tu vois, tu t'es posé ces questions, et moi aussi, en fait, je me suis posé ces questions hyper tôt, mais c'était une démarche très personnelle. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse accompagner les jeunes le plus tôt possible, tu vois, globalement, quoi. 1000 fois d'accord. 1000 fois d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, j'ai été voir des conseillères d'orientation. J'ai vraiment tout essayé. Je pense qu'ils font de leur mieux. Vraiment, d'ailleurs, c'était pas complètement à côté de la plaque. Quand j'étais, par exemple, voir une conseillère d'orientation quand j'étais à la fac, elle m'a dit « Ah, t'aimes tes engagements associatifs? Bon, bah, c'est facile, tu vas faire un métier dans l'humanitaire. » Donc, pas complètement à côté de la plaque, mais c'est quand même complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que dans son référentiel, par rapport à sa formation, par rapport à ce qu'elle connaît, par rapport à ce qu'on lui a appris dans son métier, c'est très cohérent, il y a beaucoup de cohérence là-dedans. Mais en même temps, par rapport à qui je suis et à ce à quoi j'aspire, je n'aspire pas du tout à faire d'humanitaire. D'ailleurs, je faisais du caritatif, et il y a un gouffre énorme entre des personnes qui font du caritatif et de l'humanitaire. Mais ça, c'est une subtilité pour ceux qui ne connaissent pas. Et évidemment, quand on voit des gens à la chaîne et qu'on n'a pas forcément le temps, enfin voilà, il y a aussi des raisons à ça. Et du coup, des motivations à améliorer le système pour faciliter l'orientation, l'insertion, la réinsertion, la reconversion dès le plus jeune âge. Et surtout, moi, c'est ma conviction, tout au long de la vie. C'est-à-dire que je parle très peu de reconversion, même si c'est le mot qu'on comprend, donc c'est facile à utiliser. Moi, ça me touche plus de parler de réinvention personnelle et professionnelle, parce que je pars du principe que moi, je change beaucoup, je change chaque jour, je change, et je pense qu'on change tous, que le monde change, et qu'on est invité à réinventer nos postes avec le monde qui change, et aussi ne pas s'oublier, réinventer nos fonctions avec l'évolution de nos aspirations, de nos talents, de nos valeurs, et tout ça, et des enjeux du monde. Et ça, on ne l'a pas appris à l'école, et je trouve que ce serait vraiment très utile de le faire de plus en plus, de mieux en mieux, et de plus en plus jeune. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que je vois de mon prisme, c'est que c'est en train de se faire, parce qu'on est au stade d'expérience. Ouais. Donc, en fait, il y a des enseignants qui mènent des expériences comme ça, mais évidemment, c'est pas la majorité. Mais globalement, j'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de prendre une bonne direction, mais ça va mettre du temps à ce que ça se voit à une échelle un peu plus importante. Je pense que, je sais pas, d'ici une quinzaine d'années, si on se refait un live comme ça, à mon avis, il y aura beaucoup de choses qui ont évolué au sein de ce gros mastodonte que représente l'éducation nationale. Ouais, je suis heureuse de t'entendre être optimiste, et vraiment, il y a des moments où j'en doute, mais principalement, je te rejoins. Okay. En étant à l'intérieur de certaines structures, moi, j'ai parfois perdu patience, mais ça ne veut pas dire que ça ne change pas ou que ça ne va pas dans le bon sens. Je reste convaincue que ça va dans le bon sens. Mais en tout cas, c'est peut-être pas la place à laquelle je suis la mieux placée, là où j'ai le plus de potentiel à révéler.
en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est en étant plutôt indépendante que j'arrive à avoir un impact plus rapide et plus important. Maintenant, tout peut changer aussi. Je me laisse l'ouverture de ne pas être indépendante toute ma vie, de changer de statut, de concilier plusieurs statuts, plusieurs projets. J'ai une identité de slasheuse à la base. Certains parlent de multipotentiel. Moi, je me reconnaissais plus dans slasheuse, avoir plusieurs activités en parallèle. Aujourd'hui, pour des raisons d'énergie, j'essaye de me recentrer pour éviter ce fameux burn-out qui peut être une menace pour plusieurs slasheurs passionnés et sur lequel j'essaye d'être attentive. C'est bien, je trouve, de parler de ça parce que moi, j'ai une personne justement autour de moi qui rentre dans cette grande communauté de slasheurs et slasheuses. Mais ce serait bien peut-être de donner une définition parce que c'est une question de génération. De ma génération, il n'y avait pas ce terme qui existait, mais je pense qu'il y avait des profils évidemment qui étaient déjà un peu comme ça, avoir cette capacité et l'envie en fait de faire plusieurs choses. Tu peux nous dire un peu plus ce que c'est? Oui, bah pour moi, être slasher, c'est choisir ou subir d'avoir plusieurs activités professionnelles en même temps. Ça peut relever d'une envie d'avoir différents intérêts et d'avoir envie de les concilier plutôt que de devoir choisir, de se spécialiser, etc. Mais ça peut aussi être subi, c'est-à-dire que pour pouvoir subvenir à ses besoins, on doit, si on est mère célibataire, père célibataire, on a besoin de pouvoir cumuler des emplois pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc il y a ces composants-là qui sont importants à prendre en compte. Moi, j'avais le privilège de pouvoir être dans le choix. Après, une partie de moi le subissait, hein, je me rends compte, parce que en fait, c'était à défaut de vraiment m'épanouir dans ma voie principale, dans mes études, dans mon travail, etc., que je faisais d'autres choses à côté pour me nourrir, pendant mes études, ça a été très dur d'aller jusqu'au bout, même si c'était à refaire, je referais la même chose et j'ai fini par faire un master en entrepreneuriat qui m'a passionnée. Mais pendant 4-5 années avec mon année de césure, ça a été vraiment difficile et j'ai vraiment évité de tomber en dépression parce que je me suis engagée dans des associations qui m'ont vraiment permis de me sentir utile, de découvrir mes talents, de retrouver une communauté de personnes qui partageaient mes aspirations et avec qui je m'entendais, et donc je me sentais soutenue et je me suis amusée. Donc ça m'a beaucoup aidée. Donc il y a une partie de moi qui le subissait, mais principalement ça restait un choix. Donc pour moi, les slashers, c'est ça, et je recommande un livre de Marielle Barbe, qui a été une de mes formatrices au moment de la gestion de tous mes slashs, qui s'appelle Profession Slasher, slashez-vous, qui est très intéressant et où il y a à la fois de la théorie et des exercices pratiques qui m'ont beaucoup aidé et que je recommande pour les personnes qui se cherchent dans leur slash, dans leur multipotentialité, dans leurs différents talents. C'est possible de concilier chacune de ces parties de soi. On n'est pas obligé d'en sacrifier. Parfois, on a besoin de mettre ça dans le temps, de ne pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps, mais on peut prendre le temps de tout faire. Et ça aide aussi beaucoup pour les personnes qui sont hyperactives, qui ont le goût de la vie, qui sentent l'urgence d'agir aussi pour améliorer la planète et la société. Donc, ça nécessite l'écologie planétaire, mais aussi une écologie personnelle. Et parfois, l'équilibre est encore à chercher pour moi et pour d'autres. Est-ce que tu as l'impression qu'une grande partie de ta génération se considère comme slasher ou slasheuse, ou vous êtes encore une minorité? Est-ce que c'est vraiment une question de génération ou J'ai pas eu l'impression de faire partie d'une règle générale. Okay. Au contraire, j'ai mis du temps avant d'accepter cette identité de slasheuse, de mettre le mot qui m'a aidée, puis de m'en séparer aussi pour accepter de faire moins mais mieux. Je pense que potentiellement, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais potentiellement ma génération a plus est plus dans une période de quête de sens que les précédentes générations, ou peut-être on avait moins l'opportunité à certaines époques. Voilà, il y a un temps pour chaque chose aussi, je pense. En tout cas, il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est que selon un sondage, il y a 75% des jeunes actifs qui ne trouvent pas de sens dans leur travail. Et je ne suis pas sûre que ça se soit vraiment amélioré récemment avec la crise
économique, sanitaire et la crise de sens du Covid. Donc, je pense que c'est un vrai phénomène de société actuelle, mais je pense que ce n'est pas nouveau, c'est peut-être plus qu'on l'écoute, qu'on s'écoute. Et ça, en ce sens, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle que de s'autoriser à donner du sens à sa vie, donner du sens à son travail, et c'est une énergie que j'ai envie de soutenir et d'encourager. Et donc, tu disais que tu accompagnais les femmes dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi? Eh bien, moi, je fais des programmes d'accompagnement pour aider les femmes à oser croire en elles, oser rêver grand, oser vivre de leur passion, de leur talent et de pouvoir être utile aux autres sans s'oublier, en prenant soin d'elles et en prenant soin aussi de leur rémunération. C'est assez connu, effectivement, qu'il y a des inégalités entre femmes et hommes à la fois sur le plan économique, sur le plan social, sur différents plans. Alors certes, il y a des freins, des barrières extérieures que je ne peux pas changer moi-même. C'est un changement systémique qui, je pense, a besoin de temps et sur lequel je contribue à mon échelle. Et je travaille aussi beaucoup sur les barrières internes, donc sur tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Coucou, je comprends tout à fait, je suis face à une caméra. Sur les enjeux de confiance en soi, d'équilibre vie pro, vie perso, la capacité à développer sa carrière, à pouvoir devenir manageuse, devenir entrepreneuse. Les chiffres changent, mais aujourd'hui, il y a une minorité d'entrepreneurs, d'indépendants qui sont des femmes. J'avais lu le chiffre de 15%, je crois, des entrepreneurs qui étaient des femmes. Et sur le plan start-up, c'était même en dessous des 10%. C'est à préciser ces chiffres-là parce que ça change beaucoup. Mais en tout cas, ça donne quand même un ordre d'idée. Et en fait, moi, je ne me rendais pas compte que j'avais ces freins et je me rendais encore moins compte que ça pouvait être lié à mon genre. Mais moi-même, j'avais envie d'entreprendre. J'ai fait des études en ce sens-là, j'ai fait des projets associatifs, j'ai entrepris en parallèle de mon travail, mais je me suis beaucoup auto-censurée au moment d'en faire mon métier, d'oser entreprendre, de prendre ce risque, de croire en moi, de parier sur moi, d'avoir conscience que ce que j'ai à apporter, ça a de la valeur, etc. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule et j'ai eu la chance et le mérite de demander de l'aide. Et ça m'a beaucoup aidé à pointer du doigt en fait plein de problématiques qui étaient en partie liées au fait d'être une femme, pas forcément de façon innée, mais de façon culturelle aussi, notamment le fait d'être très perfectionniste, le fait de vouloir faire plaisir aux autres, et plein d'autres messages contraignants, plein d'autres biais, plein d'autres symptômes, plein d'autres freins qui m'empêchaient de vraiment être qui je suis déjà. C'est très important. Et puis de faire ce que je voulais et puis de pouvoir rayonner mon potentiel autant parce que en tant que femme, on a aussi appris à pas parler trop fort, se mettre dans un coin et puis voilà, rester dans la cuisine si je vais être très très loin. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas. Voilà. Il faut pas rentrer dans les trop gros stéréotypes ni généraliser. Moi aujourd'hui, j'ai de très bonnes relations avec beaucoup d'hommes et je coach aussi certains hommes et parfois même que des hommes. Et je pense que la question de la place de la femme, elle est vraiment complémentaire à la question de la place de l'homme. Donc je n'ai rien contre les hommes, au contraire, j'ai beaucoup d'hommes dans ma communauté et pour moi c'est une grande richesse et je suis vraiment la diversité, ça fait vraiment partie de mes valeurs. Donc c'est quelque chose qui m'a pris du temps de me spécialiser sur les femmes, mais dans la pratique j'attirais déjà beaucoup de femmes et je me rendais de plus en plus compte que c'était des sujets que vivaient beaucoup de femmes, en tout cas que reconnaissaient beaucoup de femmes. Peut-être qu'il y a des hommes qui le vivent et qui ont moins cette capacité à le partager ou à demander de l'aide ou à me demander de l'aide à moi en particulier. En tout cas, aujourd'hui, j'ai fait ce saut de me focaliser sur les femmes et ça m'apporte beaucoup de sens et je découvre de plus en plus l'ampleur du sujet que je ne mesurais pas du tout et j'apprends de plus en plus à pouvoir le communiquer avec délicatesse parce qu'on est dans un monde avec des hommes et des femmes et que ça nécessite de pouvoir bien dialoguer pour bien se comprendre et de ne pas forcément inverser le système et créer des inégalités inverses, mais pouvoir rééquilibrer et que cette énergie masculine et féminine se rééquilibre dans chacun et chacune d'entre nous et aussi dans la planète. Tu m'étonnes. Oui, il y a encore beaucoup de boulot. Oui, on est en chemin, on y croit. Et tu me disais aussi, quand on discutait en off, que évidemment,
le sujet de l'éducation, c'est un sujet aussi qui t'intéresse et qui te passionne. C'est d'ailleurs, il faut le rappeler quand même, tu viens donner une conférence au Congrès Innovation en Éducation là, cette année, donc le 25 octobre. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. Alors, je suis tombé d'ailleurs sur une vidéo où tu intervenais devant 1000 ou 1500 personnes. Je ne sais plus c'était dans quel cadre, mais peut-être que tu te rappelles. Et tu étais accompagné d'une équipe de jeunes aussi avec toi. Oui. C'était quel événement ça? C'était, je crois que ça s'appelle le Global Positive Forum et c'était l'association du Noise qui intervenait pour pouvoir influencer les décideurs politiques, économiques et environnementaux du monde entier dans le sens qui nous paraissait le plus juste à l'époque. Et donc le Noise, c'est une association qui est présente dans plusieurs écoles en France et qui vise à promouvoir, petite voiture qui passe, qui vise à promouvoir l'innovation sociale et environnementale dans les écoles pour changer les écoles de l'intérieur et pour aider en fait les jeunes à trouver leur voie d'acteur de changement, que ce soit professionnellement ou en dehors. En tout cas, chacun choisit sa voie pour contribuer au changement à son échelle. Donc, c'est une école de l'innovation sociale dans les écoles. Donc, on a essayé de hacker le système de l'intérieur et ça a été, je pense, 6 années de ma vie très forte, très enrichissante, très déstabilisante parfois et un super projet qui continue à se développer sans moi. Et ça, c'est une grande fierté. Bravo à tous les Misers encore en poste. Parce que tu as été à l'initiative de la création du Noise, c'est ça? Alors, j'ai pas été initiatrice. C'est Maëva Tordo qui a initié ça dans l'école de l'ESCP. Et ensuite, moi, j'ai eu la joie de découvrir l'initiative à l'ESCP. Et puis, on a cofondé, en fait, je l'ai développé dans mon école. Ça a été la première franchise. Puis ensuite, j'ai accompagné d'autres porteurs de projets à fonder leur association dans leur école. Et on a cofondé tous ensemble une fédération associative qui rassemble toutes ces associations pour avoir plus de poids en travaillant tous ensemble. La citation, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et clairement, ça c'est vraiment, je l'ai vraiment senti avec toutes les logiques de gouvernance partagée qui vont avec et qui sont parfois très challengeantes, mais qui valent le coup d'être explorées et d'être pratiquées. Ça a été vraiment très riche et cet événement a été très symbolique sur notre capacité à travailler ensemble pour pouvoir porter des messages qui nous ressemblent tous, tout en étant très divers et en ayant des avis politiques, économiques, sociaux, etc., très différents. Donc, c'est une belle leçon de vivre ensemble qu'on a travaillé aussi au quotidien. Voilà. C'est pas parce qu'on est engagé qu'on a les mêmes points de vue. Donc, c'est important, comme on dit dans notre association de cœur à coexister, d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Et ça représente combien de personnes maintenant? Je dirais, avec les alumni, ça doit faire beaucoup. Je dirais 1000 personnes actives et puis, j'ai pas compté, mais du coup, 10 000 personnes au total. Ok. Et qui sont donc du coup toujours actifs et donc qui font force de proposition annuellement, c'est ça, auprès des politiciens? Comment ça se passe? Surtout sur le secteur de l'éducation, dans un premier temps, en tout cas, c'est l'idée qu'on avait depuis le début, c'est-à-dire que on est des étudiants. En tout cas, Maëva n'était plus étudiante, mais c'est aussi la force de collaboration entre anciens étudiants très frustrés qui décident de s'investir après pour aider les suivants, et puis étudiants en frustration, et on décide de s'associer, de lier nos forces pour pouvoir changer le système de l'intérieur, au lieu de se plaindre, en fait, de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Et moi, ça a été un message très fort qui m'a aidé à arrêter de subir mon éducation, mais à devenir vraiment actrice de mon éducation. Et ça a tout changé pour moi, de prendre la responsabilité de mon éducation. Et je m'en suis rendu compte aussi après en travaillant au sein d'une école à l'ESCP Europe qu'en fait, c'est tellement complexe de faire en sorte que ça fonctionne au maximum pour chacun. Que c'est important à un moment. Moi, je voulais une éducation sur mesure, vraiment pour les types d'intelligence, etc. Et je me suis rendu compte dans la pratique que c'était extrêmement difficile, même parfois, pour avoir une salle. Donc, pour voir la montagne de travail que j'avais parfois pour réussir à avoir une salle, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux changer le truc de l'intérieur quand quelque chose d'aussi simple
et d'élémentaire qu'avoir une salle nécessite autant d'énergie et pourtant est essentiel. C'est essentiel d'avoir un lieu pour se rassembler et pour étudier. Donc voilà, donc je me rends compte qu'effectivement, on a besoin, et ça c'est vraiment un message et un apprentissage très fort pour moi, on a besoin d'être chacun et chacune acteur et actrice de notre éducation parce qu'on a tellement chacun notre singularité qu'on a besoin de se nourrir de ce qui est présent, mais vraiment de se poser la question, qu'est-ce que moi j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, sur quoi j'ai envie de contribuer, pour ensuite prendre son éducation en main et y aller, quoi. Et de ne pas attendre que ça vienne à soi, mais vraiment aller le chercher, le créer. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer tous ces projets. C'est pour façonner nos écoles à nos images. Et nos écoles ont été très, très, très demandeuses, preneuses, collaboratives. Ouais, bon. Oui, en tout cas, ça a été des très grands soutiens pendant. Et les écoles sont encore de très, très grands soutiens et de très grands partenaires de toutes ces 10 associations aujourd'hui en France. C'est bien de le savoir parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont au courant que ça existe. Hein. De quoi? Le noise. C'est possible, ouais. C'est possible, oui. Il y a de plus en plus de groupes qui rassemblent des groupes, qui rassemblent des groupes, qui rassemblent des groupes. Donc, de plus en plus de coalitions, de groupes associatifs engagés, ce qui est super. Ce qui met un petit peu de côté l'ego, les machins, mais juste on y va tous ensemble, on apprend à travailler ensemble, ce qui n'est pas toujours évident pour pouvoir aller dans la même direction. Il y a un mouvement là, le manifeste pour le renouveau écologique, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle. Je ne suis pas engagée personnellement, mais je sais que le Noise l'a rejoint et qu'il y a beaucoup d'associations engagées socialement et écologiquement qui s'y sont rassemblées pour pouvoir faire avancer les choses beaucoup plus collectivement. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est top. Et suite à l'événement où tu as participé, dans cette plénière de dirigeants et de personnes importantes, on a un écho. Je réallume un truc pour voir si ça marche. Ouais. Ouais, il y a un écho. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Ah non, je m'entends en chaque fois. Tu as touché à quelque chose? Non, j'essaye un truc, bouge pas. Ouais. Peut-être mets ton casque. J'essaye un truc. J'en ai pour 3 secondes, on va tester. Hop. C'est que Julien. C'est pas faute de s'être préparé, hein. Les aléas du direct. Merci à tous pour votre patience. Bonsoir Céline. Hop, on va y arriver. Non, peut-être si tu mets un casque. Attends, je pense que ça a marché, j'ai juste besoin que ça. Voilà, on va y arriver. On peut tester. Ah, ça fait un son très bien. Hein. Attends. Allô? Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ça a l'air d'être un peu mieux, oui. Oui, ça a l'air d'être mieux. Tu peux me redire un mot là? Oui. Non, je pense que oui, c'est bon, il n'y a plus d'écho. C'est mieux? Ok. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Je disais que oui, donc face à cette plénière, quand ça s'est terminé, est-ce que tu sais s'il y a eu des actions après derrière qui ont été prises en compte par rapport au constat que vous avez tiré, ce qui a été dit? Je sais ce qu'on m'en a dit une fois que je suis descendue de scène. La veste rose écarlate aide à se faire repérer, petite de parole en public, qui n'est pas dans mon livre. J'ai eu des choses très concrètes comme un représentant d'école qui était dans le public et qui est venu pour qu'on crée un noise dans leur école. Donc c'est quand même une façon de démocratiser l'accès au changement social à toute une école, ce qui est quand même pas rien avec une prise de parole. Et c'est ce que j'adore dans les prises de parole, c'est que comme on est entendu, les personnes avec qui ça connecte, ça peut créer des choses super. Donc encore bravo pour tous ces événements que tu organises et pour me convier au festival. Je trouve ça vraiment super. J'ai eu beaucoup de retours individuellement de personnes qui me disaient « Waouh, mais quand vous étiez sur scène,
l'énergie a complètement changé parce que jusque-là, c'était d'autres générations avec d'autres styles, d'autres comportements, d'autres tons et beaucoup plus conventionnels aussi. Et puis nous, on arrivait, on était debout, et surtout mes compagnons n'avaient pas leur langue dans leur poche, donc on vraiment questionné de façon parfois confrontante. Et je pense que c'était important et que j'aurais pas pu le faire toute seule. Ils ont vraiment réussi à confronter l'audience avec des questions qui semblaient essentielles pour nous. Et parfois, on peut avoir tendance à se voiler la face parce que c'est des parties de nous qu'on n'aime pas forcément voir. Donc j'ai eu beaucoup de retours après coup en disant ça fait vraiment du bien d'avoir cette voix qui est entendue, d'avoir la voix des jeunes qui est entendue aussi, même si on ne représentait absolument pas tous les jeunes, mais en tout cas, on avait le mérite d'être certains jeunes entendus, écoutés. Et ça, c'est important aussi dans une société de pouvoir dialoguer entre générations pour pouvoir bénéficier de l'expérience de chacun et du point de vue de chacun et des croyances de chacun. Et voilà. Donc, il y a eu des retours individuels et puis on a continué à collaborer sur certains projets. Donc, moi, ça me laisse à penser que ce genre d'événement est très bénéfique. Tout le monde ne sera pas d'accord. D'ailleurs, ça nous a beaucoup tiraillés dans l'association de savoir est-ce qu'on participait, est-ce qu'on participait pas. Ça a été un événement très, très douloureux à vivre pour moi. Mais qui aujourd'hui est source de grande maturité pour l'association. Mais sur le coup, on n'était pas tous d'accord, en fait, et on l'a dit sur scène, d'intervenir parce que c'était un événement qui mélangeait des politiques, des chefs d'entreprise, etc., qui contribuaient au monde qui dysfonctionne. Et donc se poser la question de sinon on participe, est-ce qu'on légitime toutes ces pratiques, tous ces acteurs, etc. Et moi, je suis plutôt, et je pense que le noise s'est tourné dans le sens de on n'est pas donneur de leçons. Moi, je suis plutôt personnellement dans l'ouverture et dans le dialogue. Moi, je veux encourager ce qui se passe bien, je veux encourager ce qui va dans le bon sens. Et puis, je veux pouvoir dialoguer et être d'accord de ne pas être d'accord pour pouvoir éventuellement, par mes convictions, par mes expériences, pouvoir peut-être influencer d'autres qui finalement pourraient changer d'avis ou que moi je change d'avis, c'est aussi une possibilité. Donc moi, c'est hyper important pour moi de laisser de la place au dialogue et je pense que c'est comme ça à la fois sur l'enjeu d'égalité femmes-hommes, à la fois sur l'enjeu de la transition écologique, à la fois sur l'enjeu de la révolution sociale. Pour moi, on a absolument besoin de dialoguer et c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on a particulièrement appris à faire. On a peut-être appris à débattre quand on a eu de la chance, à débattre, pardon. On a peut-être appris à débattre quand on a eu de la chance, mais on n'a pas beaucoup appris à dialoguer. C'est clair. En tout cas, c'est un bon teaser parce que tu nous donnes envie de venir t'écouter au congrès. Écoute, vous me donnez envie d'aller au congrès aussi parce que je peux flipper. Il ne faut pas que je le cache non plus. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. C'est pas pour rien que je travaille sur la prise de parole en public et que j'écris un bouquin, parce que moi-même j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc, ce live, il m'aide aussi grâce à tes questions, grâce à ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous, de m'aider à savoir voilà, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Voilà, si j'avais envie qu'on garde un message après ma mort, ou voilà, c'est des messages, c'est des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'aimerais que ça soit? Et c'est important pour moi, comme pour chacun et chacune, de savoir que notre parole a de la valeur et qu'elle peut inspirer. On ne sait pas combien de personnes, mais ça vaut le coup d'essayer. D'ailleurs, c'était une bonne transition. Tu nous parlais de ton livre. Est-ce que tu peux nous en parler du coup un petit peu plus pour qu'on sache ce qui se cache derrière ce livre et ce qu'on va y trouver? Avec plaisir. Alors dedans, donc ça s'appelle 10 étapes pour prendre la parole en public. Le but de ce livre, c'est vraiment de vous permettre d'être à l'aise à prendre la parole en public en étant vous-même et en étant au plus proche du message que vous avez envie de partager pour être le plus impactant possible, pour que votre prise de parole elle soit à la fois authentique et impactante. C'est vraiment le but de notre livre. Et pour ça, on a mélangé à la fois de la théorie, comprendre ce qui se cache à la fois d'un point de vue très pratico-pratique
sur comment construire un discours, sur comment s'organiser sur sa prise de parole d'un point de vue logistique, etc. Mais aussi d'un point de vue psychologique, qu'est-ce qui se passe au niveau de la confiance en soi, qu'est-ce qui se passe au niveau de la peur du regard des autres, pourquoi est-ce que la prise de parole en public, c'est la première peur au monde devant la mort. C'est quand même c'est quand même incroyable, et pourtant on a besoin de prendre la parole pour s'exprimer, on a besoin de prendre la parole pour défendre les causes qui nous touchent, on a besoin de prendre la parole pour pouvoir s'affirmer et pouvoir créer la vie à laquelle on aspire et la société à laquelle on aspire. Donc pour moi, la prise de parole, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et dans ce livre, on a voulu vous donner des clés à la fois théoriques et pratiques pour pouvoir être à l'aise et impactant dans vos prises de parole. Ok, et c'est un travail, j'imagine, de longue haleine, non, pour sortir un livre comme ça, quoi. Alors, oui et non. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon co-auteur Laurent Trèves et de notre éditeur Studirama. Cela dit, en bonne syndrome de l'imposteur que j'avais, j'ai procrastiné jusqu'à longtemps. Coucou l'éditeur, c'était là, pour écrire. Et donc, en fait, j'ai écrit en 3 mois sur mon été le bouquin. Et je suis très, très, très fière et heureuse du résultat. Voilà. Ce qui est important, c'est pas d'atteindre son but, c'est la personne qu'on devient en le poursuivant et en le réalisant. Et aujourd'hui, j'ai encore plus confiance en moi, j'ai encore plus conscience de pourquoi je m'attaque à la prise de parole et quels sont les enjeux derrière ce qui peut paraître comme un outil, en fait. Et derrière, en fait, c'est des enjeux d'oser être soi-même, de pouvoir fédérer des gens, de pouvoir impacter sur des causes. Et ça, c'est vraiment ce qui me touche, en fait. On le trouve un peu partout? Oui, il est un peu partout. Il est à la FNAC, il est sur Studirama, il est aussi... il est un petit peu partout. Vous le trouverez aussi sur mon site, voilà, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés. Puis il y a un groupe Facebook aussi sur lequel vous pouvez me poser des questions ou partager vos expériences, et tout ça écrit dans le livre. On fait en sorte d'être disponible pour vous aider à rayonner. Ah, c'est cool. C'est vrai que quand tu parles de la prise de parole, moi, ça me fait penser à l'école. Et donc, je me rappelle, gamin, avoir une trouille d'aller au tableau, juste de prendre la parole. Tu sais, par exemple, si le prof il te posait une question, je me rappelle vraiment de ne pas être à l'aise avec ça. Et je pense intuitivement qu'on pourrait nous accompagner quand même assez facilement, tu vois, pour être à l'aise, quoi. Encore une fois, on ne l'a pas beaucoup appris à l'école, mais on ne peut pas tout apprendre à l'école non plus. Et ça, c'est important de... J'ai mis longtemps à le comprendre aussi. Après avoir beaucoup rouspété après le système éducatif, je me rends compte qu'on ne peut pas tout attendre non plus des écoles. Il est d'être acteur et actrice de son éducation. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai peu appris à l'école. Je l'ai appris un peu en dehors, de plus en plus. Et je continue d'apprendre, évidemment. D'ailleurs, je vais prendre un coach en prise de parole pour mon intervention en octobre. Donc, génial, ok. Débriefer ensemble cette intervention. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis un peu flippée et tout, mais j'avoue qu'en classe, j'avais pas... si, j'avais quand même peur qu'on croie que je sois bête avec mes questions. Mais quand même, j'arrivais à intervenir. C'est des croyances que j'avais sur moi, que j'étais bête, que machin, et qui ont été renforcées par... En fait, on était... À l'école, dans ma fac, le niveau était assez élevé, c'était assez dur. On nous faisait travailler ça à l'école, et à l'examen, c'était ça qu'on nous demandait. Enfin, c'était assez, frustrant, et je trouvais que la pédagogie était plutôt du sabotage de potentiel que de la révélation de potentiel. Mais encore une fois, on a besoin de rééduquer nos cerveaux Moi, en tout cas, j'ai été formée par les neurosciences motivationnelles, et je trouve que c'est important de savoir comment l'humain fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, pour pouvoir adapter nos pédagogies et nos écoles à ce fonctionnement-là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets, et j'aimerais bien que ce soit priorisé dès que possible. Tu disais qu'il y a un moment donné, tu avais rouspété plusieurs fois sur le système. Est-ce que maintenant, tu disais que tu avais un regard peut-être un peu plus objectif et que tu comprenais plus de choses? C'est quoi, à l'heure d'aujourd'hui, ton regard justement sur le système? Système éducatif en général? Ouais. Déjà, c'est mon avis. Hein. Déjà, je suis reconnaissante qu'on ait un système en France qui soit accessible à tous.
c'est-à-dire qu'on peut tous faire des études supérieures moyennant très peu d'investissement financier, ce qui n'est pas le cas partout, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis où il y a globalement beaucoup d'écoles supérieures à 50 000 € l'année, et où on passe finalement nos études à s'endetter et à passer tout notre travail à essayer de rembourser, ce qui est très compliqué, ou au contraire autocensurer des personnes qui ont moins de moyens financiers. Donc déjà là-dessus, moi je trouve que voilà, moi c'est quelque chose qui me parle, cette accessibilité dans un premier temps. Ensuite, je trouve que c'est important de focaliser sur ce qui se passe bien. Et j'ai quand même eu une éducation de qualité, que ce soit en banlieue ou ensuite quand je suis venue à Paris pour mes études supérieures. Maintenant, ce qui m'a sauvée, entre guillemets, c'est à la fois d'aller en dehors, d'aller dans le milieu associatif. Et ça, je suis très reconnaissante à ma fac d'avoir impulsé, accompagné ce paysage associatif, parce que ça fait partie aussi de l'école. Je le voyais pas à l'époque, aujourd'hui je le vois. J'aurais peut-être pas eu accès à tout cet univers associatif si je n'avais pas été à Dauphine en l'occurrence. Ça, je suis hyper reconnaissante, et derrière ça a été ce paysage associatif qui m'a permis de créer ma première asso, ma deuxième asso, ma troisième asso, et de trouver le goût de l'entrepreneuriat pour finir en master entrepreneuriat. Donc focaliser sur le positif pour le nourrir et pour l'aider à se développer, je trouve que c'est un point de vue qui est très très important, que ce soit sur le système éducatif ou dans notre propre vie. Et puis enfin, le troisième point, c'est ok, il y a des choses qui vont pas. Se plaindre, c'est bien, ça veut dire qu'on voit des pistes d'amélioration. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir imaginer concrètement qu'est-ce qui peut être fait et se bouger les fesses pour pouvoir contribuer. Si on voit qu'il y a un problème, ça veut dire qu'on a eu cette créativité de l'identifier. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Nous, ça peut nous paraître évident, aberrant, mais tout le monde ne l'a peut-être pas reconnu. Donc, bravo. Déjà, se féliciter pour ça, d'avoir vu une piste d'amélioration et puis d'essayer de chercher des solutions. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on peut être acteur de son éducation, c'est en étant à la recherche de solutions et en les mettant en place. Et c'est comme ça que ensemble, on va faire bouger l'éducation, et c'est comme ça qu'ensemble, on va faire bouger le monde. Aujourd'hui, moi, je ne pense pas qu'il soit possible qu'il y ait un grand sauveur du monde, une grande sauveuse, un président qui va solutionner tous les problèmes. Le monde est bien trop complexe, le monde change énormément. Pour moi, on a besoin de chacun contribuer au changement et effectivement de trouver des leaders qui nous inspirent et de réinventer aussi des modèles de leadership. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que tu invites en fait chaque citoyen à se responsabiliser et à comprendre que chacun à notre niveau, on peut faire justement force de proposition et arrêtons un peu de se plaindre et incarnons la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Je suis d'accord. On a le droit d'avoir des moments de bad, voilà, c'est super dur. Parfois on subit, on subit. Mais la posture de responsabilité, pour moi, encore une fois, ça a été une révélation pour moi, parce que je ne subis plus. Je suis actrice. Et la responsabilité, parfois, c'est vu un petit peu, surtout pour des personnes qui ont réussi à conserver leur âme d'enfant, etc., c'est vu comme un poids, c'est vu comme une contrainte, la responsabilité, toutes les injonctions, toutes les croyances limitantes autour de ce que c'est que d'être une adulte ou un adulte. Pour moi, la responsabilité, c'est le pouvoir. Pour moi, être responsable, c'est avoir le pouvoir de sa vie, reprendre le pouvoir sur sa vie. Et pour moi, il y a deux façons de vivre sa vie, soit en la subissant, soit en agissant, en étant responsable. Et je préfère essayer de m'orienter vers être responsable, prendre les choses en main, prendre vraiment la puissance, les rênes de ma vie, même si je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe, mais je suis la première responsable de tout ce qui m'arrive et donc je peux l'améliorer. Et ça, c'est une vision qui m'aide à me sentir... avant, je me sentais impuissante face aux choses qui m'arrivaient et je le vivais très mal. Et aujourd'hui, je sens un sentiment de puissance puisque je peux agir à mon échelle pour faire avancer ma vie et pour faire avancer les autres et pour faire avancer la société dans le sens qui me correspond à moi. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Hein. Moi, je ressens aussi les mêmes choses que toi depuis quasiment 18 ans maintenant. Et je trouve que c'est le déterminant en fait qui change tout dans la vie d'un citoyen. Et d'un autre côté, quand je t'écoute, je pense à ce gros conditionnement qu'il y a dans nos sociétés, peu importe dans le pays dans lequel on se trouve, et qui bloque un peu en fait la plupart des gens justement, ne serait-ce que déjà de conscientiser ce que tu es en train de dire déjà,
Et au-delà de ça, une fois que tu l'as conscientisé, de dire, OK, ça veut dire qu'il faut que je me déconditionne quelque part de tout ce qu'on m'a appris et que je me réapproprie réellement qui je suis, en fait, et qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et ça, putain, si au moins 50% de la population pouvait le faire, mais ce serait magnifique. Je te rejoins tellement. Ouais. Ouais, je te rejoins tout à fait. Et c'est là où je me dis, mais en fait, Julien, tout part de l'éducation. Si tu as envie que les citoyens soient différents en une seule génération, il faut que notre système éducatif il change. Mais c'est pas que l'école, c'est aussi les parents, c'est aussi les enseignants. Tu vois, il faut englober tout le monde, quoi. Et pour moi, c'est une des clés. C'est vraiment une des clés qui permettrait d'avoir des citoyens qui répondraient aux enjeux actuels et qui sont extrêmement nombreux et à tous les niveaux. Ouais. Une question qui me reste encore, et je serais curieuse d'avoir ton avis, de lire des commentaires dans le live ou en replay, c'est en fait, moi j'ai été peut-être sur-responsable au bout d'un moment. C'est toujours l'équilibre à retrouver, quoi. À un moment, je subissais et après, je suis devenue responsable, mais j'ai trop pris de responsabilité, d'où le frôlage de burn-out, mais voilà, ça va mieux pour le moment. Mais en tout cas, je me pose la question de est-ce que le citoyen peut tout? Est-ce qu'il y a certaines responsabilités qui viennent aux responsables politiques? Et ça, c'est une question sur laquelle moi, je suis plus branchée sur l'engagement citoyen. Donc, j'ai appris, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, on se retrousse les manches. Merci, on se retrousse les manches, voilà. On se retrousse les manches et on y va. Ensemble, ça va être en plus plus marrant, plus rapide, plus tout ça. Et en même temps, je me suis posé la question à un moment, est-ce que tout repose sur l'engagement citoyen? Est-ce qu'on peut... de plus en plus, je vais vers ce chemin de... oui, mais il y a des... J'ai l'impression, c'est pas mon expertise, que pour avoir des vrais changements systémiques, certes, il y a l'entrepreneuriat social qui m'a apporté beaucoup de réponses, notamment avec le réseau Ashoka qui vraiment soutient ces acteurs-là dans le monde entier. Mais aussi le politique, qui est au cœur aussi des changements systémiques, des directives, des lois, etc. Et là-dessus, je m'y connais moins, et du coup, je serais hyper curieuse d'avoir des réflexions avec vous. Bah, moi, de mon point de vue, parce que c'est un peu comme toi, moi je m'y connais moins point de vue politique parce que c'est un domaine qui m'intéresse pas, donc évidemment je m'y intéresse pas. Mais j'ai un point de vue là-dessus. Moi, je pense qu'on est complémentaires en fait, si tu veux, dans ces actions-là. Je te rejoins dans le sens où j'ai vraiment le sentiment que ça part quand même des citoyens. J'ai un exemple qui me revient souvent en tête à chaque fois, c'est il y a 6 ans en arrière, on n'avait pas autant de boutiques bio dans nos villes. Maintenant, on a je ne sais pas combien de marques de boutiques bio. Et pour moi, ça pointe du doigt une chose, c'est que les citoyens le demandent. Donc, si nous, on le demande, en gros, les industriels, les politiciens, ils s'adaptent et puis ils nous proposent ce qu'on a envie. Et je pense que ce modèle-là, on peut l'appliquer dans tout. On peut l'appliquer dans l'éducation, dans la santé, dans l'agroalimentaire. À partir du moment où il y a un certain nombre de citoyens qui demandent quelque chose et qui a, on va dire, un potentiel aussi économique derrière, faut pas se voiler la face, c'est lié à un potentiel économique, forcément, on s'adapte au système. En tout cas, les industriels, le système s'adapte. Donc moi, je crois à ça. Et puis, je vois que globalement, que ce soit dans le monde institutionnel, au sein des politiques, au sein des citoyens, à chaque fois, c'est une question d'humain. Donc, tu vas trouver des personnes au sein des politiques qui sont un peu comme toi et moi, qui pensent de la même manière, qui essayent aussi à leur niveau, au sein du système politique de faire avancer les choses, mais ils ne représentent pas la masse. C'est toujours une minorité. Donc, je me dis que si on fait en sorte de tous chacun à notre niveau, en fait, et je rejoins ce que tu disais dans la responsabilité citoyenne, si chacun à notre niveau, politicien, citoyen, on va dire lambda que nous sommes, chacun on fait du mieux qu'on peut pour essayer de faire avancer les choses dans le bon sens, et peut-être qu'il faudrait donner une définition à bon sens, et ben probablement que en 1 ou 2 générations, justement, on changera les choses. Voilà, ça c'est ce que je pense. Tout à fait. Merci. Moi, j'en prie. Je vois que ça passe vite, on est déjà à 54 minutes. Waouh! Comment on fait pour te joindre, Rebecca? Comment on fait pour me joindre? Eh bien, j'aurais déjà très très grand plaisir à entrer en lien avec celles et ceux qui ont été touchés par notre échange et par mon approche.
Il y a effectivement mon site internet que tu as joyeusement qui va apparaître en bas de l'écran, rebeccasketch.com, sur lequel il y a un formulaire sur lequel vous pouvez me joindre. Et puis surtout, j'invite celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre mon club privé. C'est par là que j'échange avec vous, que je vous partage mes expériences, mes conseils, mes sources d'inspiration pour apprendre à construire son bonheur, apprendre à construire une vie qui nous correspond et une société qui va dans ce bon sens, qu'on gagne à définir par rapport à ces critères aussi. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur mon site. J'échange avec vous 2 fois par mois. Et pour vous remercier de vous inscrire, je vous offre 3 vidéos pour vous aider à construire une vie pro qui ait plus de sens et plus de confiance et plus de liberté en prix. D'ailleurs, tu me disais en off que tu voulais faire un cadeau aux auditeurs. Oui, pour vous remercier de votre participation, j'aimerais offrir 2 séances de coaching, de diagnostic de coaching à celles qui le souhaiteraient. Donc, je tirerai au sort 2 personnes qui m'indiqueront dans le formulaire sur mon site qu'ils ont participé à ce live. Et j'aurai le plaisir de consacrer 1h30 avec ces personnes-là pour les aider à y voir plus clair, leur faire mes 3 recommandations pour la suite et puis les inviter à prendre une première action de changement pour pouvoir avancer dans le bon sens dans leur vie et pour la société. Donc, j'aurai plaisir à vous accueillir. C'est sur mon site. Vous allez sur diagnostic gratuit et vous remplissez le petit formulaire. J'aurai grand plaisir à vous lire si vous souhaitez m'écrire. C'est sympa. Du coup, on te retrouve aussi physiquement au Congrès Innovation de l'Éducation le 25 octobre. Tu as fait un TED aussi. On peut te retrouver sur YouTube. Tu as fait un TED, hein, c'est ça? Avec plaisir. Je remercie au passage les 350 000 personnes qui m'ont fait le don de leur temps et de leur retour sur la conférence. Elle s'appelle « N'attendez pas votre place, créez-la ». Et elle rejoint toutes ces thématiques de comment est-ce que je prends la responsabilité de créer ma propre vocation pour faire de mon travail une source d'épanouissement et d'engagement. Et c'est le thème de mon intervention du congrès du 25 octobre que je vais du coup actualiser, approfondir, parce que ça fait, je crois, 4 ans que j'ai fait mon TEDx. Donc l'idée, c'est de pouvoir filer ce thème-là, mais avec 4 ans de plus d'expérience, de galère, de réussite que j'ai à cœur de partager pour vous faire gagner un peu de temps, un peu d'énergie et un peu de plaisir aussi en chemin. C'est cool. Merci beaucoup, Rebecca. Merci pour cet échange. C'était chouette. Merci à toi, c'était passionnant. Yes. J'ai hâte du coup et je suis motivée et j'ai encore plus confiance pour revenir au congrès. Donc, merci beaucoup. Cool, ça va être top. Passe une belle soirée. Merci. À bientôt. À bientôt tout le monde. Bye bye. Et voilà, c'était donc du coup Rebecca. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous avez vu, c'est quand même une chouette personne. Elle avait encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas vous, mais comme je le disais, moi j'ai hâte quand même de voir son intervention au Congrès Innovation en Éducation. Donc je vous rappelle, c'est le 25 octobre. Je vais vous laisser avec la bande-annonce du film L'école de la vie, une génération pour tout changer, pour clôturer ce volet éducatif. Je vous souhaite donc une belle soirée. On se retrouve donc du coup dimanche de 21h à 22h sur la page Facebook Néo Bien-être et ce sera en compagnie donc d'Ivan pour parler énergie. Je vous souhaite donc du coup un très bon moment ce soir et à bientôt. Bye bye. On a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant. Parce que parent, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école
des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation et la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.